Alors, comment éviter les relations toxiques au maximum en développant son discernement partie 2. J'ai expliqué dans la première vidéo qu'il était important de faire développer son discernement quant à la situation extérieure que l'on vivait. Donc d'apprendre à quelque part identifier les red flags et apprendre aussi à construire un raisonnement à l'intérieur de soi concernant ce qu'on appréhende de la réalité. D'accord? Donc ça, c'est très important. L'idée de ne pas se fier uniquement à ce que l'autre positionne dans la relation, ça va être un des piliers de la construction de votre raisonnement et de votre discernement. Votre discernement, il doit effectivement s'enrichir de l'expérience de la réalité, mais il ne doit pas reposer uniquement que sur elle. Ce qui veut dire que votre discernement, il va être également orienté, je dirais, par la réalité intérieure que vous avez vis-à-vis également de vous-même. Dans la première partie, j'ai abordé le rapport à l'autre. Là, je vais parler dans cette vidéo du rapport à vous. Quand vous analysez une situation, que vous le fassiez de manière soutenue ou pas, le simple fait de formuler donc une critique intérieure, c'est une manière pour vous en quelque sorte de lire à l'intérieur de vous la réalité. Si vous vous dites que la situation vous convient, qu'elle ne vous convient pas, que si vous vous dites qu'une personne fait telles actions et que ça vous convient, que ça ne vous convient pas, etc., etc., quelque part, c'est comme si vous faisiez à l'intérieur de vous une lecture de l'autre et que vous mettiez en correspondance des éléments de la lecture de l'autre. Il faudrait, idéalement, pour pouvoir apporter un discernement qui soit le plus juste possible et que pour votre critique intérieure soit au plus près de la justesse nécessaire, que vous appreniez également à faire une lecture positive de vous. Et pourquoi je vais parler de ça aujourd'hui? Parce que il y a un élément assez important qui ressort dans les guidances, c'est ce qu'on appelle la notion d'ancrage inconscient. Souvent, on est orienté à tel type de réceptivité dans les relations amoureuses parce qu'en soi, on a ce qu'on appelle des schémas ancrés. Les schémas ancrés, c'est votre manière inconsciente, donc qui n'est pas votre pensée immédiate, qui n'est pas, je dirais, en accès conscient. C'est la manière dont votre cerveau a appris à traiter vos expériences sentimentales et émotionnelles. Donc, vous n'avez pas, si vous voulez, accès à certaines données parce qu'elles sont à l'intérieur de vous et qu'elles, quelque part, conditionnent votre réceptivité présente. Cette notion de réceptivité, elle va reposer sur, quelque part, je dirais, des bases, des fondements. C'est comme une forme je dirais, de fondement que vous mettriez sur un terrain, d'accord? Votre vie, c'est le terrain et votre ancrage, ça va être un petit peu la base du sol sur lequel vous allez poser votre fondation ainsi que votre maison amoureuse, c'est-à-dire votre relation. Je fais souvent l'analogie de la maison parce que c'est un schéma qui aide bien à comprendre. Vous savez, la manière dont vous représentez le monde, c'est ce que vous avez appris à observer du monde et la manière dont votre personnalité s'est construite, c'est un petit peu la terre, d'accord? C'est la terre de votre terrain sur laquelle vous allez tout construire, ok? Au fur et à mesure des expériences, vous allez plus ou moins entretenir votre terre, votre terreau fertile. Selon ce que vous allez y germer dedans, vous aurez plus ou moins une terre qui sera très fertile, une terre qui sera un petit peu plus récalcitrante, d'accord? Quand vous aimez une personne, c'est comme si la fondation, donc la base que vous allez poser sur votre terre, donc sur votre, quelque part, ressource, ben, en fait, si vous voulez, elle va être plus ou moins apte à recevoir le fondement. Si vous avez, par exemple, un terrain personnel qui est extrêmement conditionné à la dépréciation de vous-même, vous aurez tendance à poser des fondations qui ne seront pas solides. Pourquoi? Parce que vous vous mettrez de manière très inconsciente à l'esprit l'idée que vous n'êtes pas capable soit de recevoir mieux, soit au contraire que l'autre est trop bien pour vous. Et ça, j'insiste là-dessus parce que ce sont des process que l'on fait inconsciemment et plus on développe des entretiens ensemble en accompagnement ou avec d'autres personnes et plus on fait des liaisons de pensée entre différents éléments et ça converge toujours vers l'idée que l'appréciation qu'on se fait de soi-même n'est pas juste. Donc, votre capacité à formuler du discernement envers l'autre va aussi reposer sur votre capacité de discernement envers vous-même. Et si votre discernement envers vous-même n'est pas, je dirais, positif et à minima neutre, vous aurez tendance à orienter et votre réceptivité amoureuse et vos comportements amoureux vers des profils d'individus qui ne seront pas forcément des individus qui vous aimeront correctement. Parce que vous allez mettre en application ce qu'on appelle le phénomène miroir. Donc vous savez, en spiritualité, on part du principe que tout ce que l'on vit à l'extérieur, et en psychanalyse aussi, est un petit peu
que le reflet de tout ce qui se passe à l'intérieur. Si vous vous mettez de manière intrinsèque en tête et à l'esprit l'idée inconsciente que vous n'êtes pas digne d'être aimé pour ce que vous êtes, ou que vous n'êtes pas apte à être uniquement aimé juste par altruisme, je dirais, vous aurez tendance à vous orienter inconsciemment vers des profils de personnes qui répondront à vos conditionnements ancrés. Je vous donne un exemple très précis pour que vous compreniez. C'est que si, par exemple, vous mettez en tête qu'une personne peut, quelque part, être à la fois inaccessible dans la réalité et à la fois accessible dans le futur, c'est qu'il y a une part de vous qui estime en quelque sorte que l'amour que vous faites de l'autre repose sur votre perception. Donc, inconsciemment, ça veut dire que vous vous mettez en tête que vos besoins de reconnaissance amoureux, quelque part, sont soit inexistants, soit non prioritaires. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on a tendance à poser l'intérêt amoureux, non pas sur un intérêt personnel d'épanouissement, de bien-être, de bonheur, mais plutôt sur un intérêt d'atteinte d'objectifs qui va être sur le fait d'avoir une personne ou d'avoir une relation de couple avec cette personne. Et si vous voulez, quelque part, c'est comme si vous posiez non plus votre intérêt et votre réceptivité sur la réponse à votre bien-être, mais que vous la reposiez sur une atteinte d'objectif. Et pour répondre souvent à cet objectif, lorsqu'une personne vous impose la réalité factuelle de ne pas être avec vous, c'est comme si cette réalité-là, vous ne la considériez pas totalement et que, sans le vouloir, vous vous mettiez en tête que vous puissiez obtenir une personne qui ne vous est pas factuellement accessible, mais que cette personne deviendrait accessible uniquement au travers de vos efforts. Ce qui renvoie à l'idée de fond que pour obtenir de l'amour, il va falloir faire des efforts. Et ça, c'est un schéma ancré, inconscient, qui est extrêmement difficile à travailler parce qu'il repose sur un ensemble de représentations de vous-même que vous n'avez pas à l'esprit et pour lequel vous allez greffer tout autour un ensemble de comportements qui viseront malheureusement à alimenter l'idée que vous n'êtes pas assez apte à recevoir de l'amour pour vous-même. Il y a quelque chose de très important, c'est que quand on pense devoir mériter l'amour de quelqu'un, on se met en tête qu'il faut quelque part agir pour le mériter. Et on a deux cas de figure. On peut avoir des personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, mais qui agissent du coup sur un revers presque un petit peu soit de défense, soit d'orgueil, dans le sens où elles vont avoir du mal à la fois à renoncer tout en essayant d'envoyer comme message d'elles-mêmes qu'elles ne quémandent pas. Et ça va générer des comportements contradictoires. Donc vous aurez à cœur de faire comprendre à minima à une personne que vous voulez qu'elle vous aime, qu'elle soit avec vous, tout en essayant de lui mettre à l'esprit l'idée que vous ne le courez pas derrière. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque vous vous mettez en tête que vous n'êtes pas digne d'être aimé, du coup, encore une fois, mais que pour cela, il y a une notion, quelque part, de fatalisme qui va vous être demandée parce que vous vous mettez en tête, en quelque sorte, que vous avez trop d'efforts à faire ou que la personne est bien trop haute pour vous et que, du coup, ça générerait une forme de résignation volontaire. Donc, vous vous mettez en tête que la personne n'est pas accessible et que vous n'avez pas le pouvoir d'agir pour la rendre accessible pour vous. Dans tous les cas, si vous en êtes à ce stade de comportement, c'est que vous avez l'intime conviction inconsciente et toxique. Donc, on est sur des croyances erronées, comme on dit, ou des ancrages négatifs inconscients. Vous avez intérieurement le sentiment que pour être aimé pour ce que vous êtes, uniquement pour ce que vous êtes, pour votre personne, vos qualités et votre manière d'être, vous devez, pour cela, quelque part, entrer dans un rôle de devoir et de service. Pourquoi je dis devoir et service et rôle? Parce que, en quelque sorte, c'est comme si vous n'admettiez pas l'idée qu'une personne ne puisse simplement pas répondre à vos attentes. L'idée de répondre à vos attentes n'est tellement pas assez prioritaire que vous vous mettez en tête que vous devez agir plus pour l'autre pour obtenir mieux. Donc, c'est comme si, quelque part, on se mettait en tête qu'on devait donner plus pour recevoir un peu moins. D'accord? C'est assez particulier, mais l'idée de recevoir moins, elle vient du prisme de comparaison de l'autre. Ça sera toujours plus vis-à-vis de vous, mais ça sera moins vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Parce que vous donnez tant à l'autre que le fait qu'il vous donne un petit peu, ça sera toujours moins que ce que vous lui donnez, mais ça sera toujours un petit peu plus que ce que vous pensez inconsciemment mériter. Donc, l'idée de pouvoir être aimé pour ce qu'on est, l'idée qu'une relation ne puisse ne pas fonctionner malgré les efforts qu'on y mette, sont en quelque sorte des constats et donc une idée générale
du fait qu'il n'est pas quelque part tolérable de devoir quelque part être dans la suradaptation et de devoir être dans le surdon de soi, le surinvestissement de soi pour obtenir l'amour équitable. Donc ça, c'est vraiment une idée à travailler et ça va passer par la revalorisation de vous. Ce que vous pouvez faire en conscience pour sortir des schémas de relations toxiques, c'est déjà refuser d'être dans un schéma de suradaptation, c'est-à-dire d'essayer d'être dans la surcompréhension de l'autre, dans la surtolérance, de tolérer trop d'éléments qui vous semblent être contradictoires et non inacceptables, et d'essayer de refuser de manière très factuelle l'idée qu'une personne vous demande en quelque sorte de mériter son amour. L'amour, ça se partage, ça ne se mérite pas et ça ne se demande pas. Ça, c'est très important. Dès lors que vous arriverez à revoir vos standards amoureux, vous aurez à cœur déjà de revoir votre réceptivité de manière naturelle auprès des autres. Moi, j'estime qu'il y a une forme de stérilité à donner des conseils techniques. Dans le sens aussi, vous donnez comme conseil de ne pas écrire, de laisser passer tant de temps de silence. Si vous donnez des conseils, je dirais, comportementaux, contextuels, quelque part, c'est comme si on vous donnait, je dirais, des comportements à adopter, mais qui ne seront pas réellement les vôtres. En fait, ça ne réglera pas la situation de fond et ça ne va pas forcément vous apaiser parce que vous allez réentretenir le lien, mais vous n'aurez pas, encore une fois, la continuité souhaitée et ça vous remettra, encore une fois, au point de départ. Donc l'objectif, c'est toujours de travailler le rapport à soi pour pouvoir améliorer le rapport aux autres. Le rapport à soi pour améliorer le rapport aux autres. Pour travailler votre rapport à vous-même, il va falloir vous penser en dehors d'un contexte ou en dehors d'une personne. Ce qui veut dire qu'il va falloir que vous formuliez vos demandes affectives en lien avec vous-même et sur un terrain qui soit neutre, c'est-à-dire qui ne soit pas en lien avec une personne. Ce qui signifie que vous devez en quelque sorte vous observer sur un prisme uniquement personnel. Donc vous devez vous demander en quelque sorte qui vous êtes, quelle valeur vous vous accordez, c'est-à-dire est-ce que vous méritez d'être aimé, est-ce que vous pensez mériter d'être aimé, est-ce que selon vous une relation amoureuse peut par exemple nécessiter qu'on fasse des efforts et si oui, jusqu'à quel niveau? Et moi je vais vous donner un conseil, des conseils qui sont très simples aujourd'hui, c'est toujours d'avoir à l'esprit que dans une relation, c'est donnant-donnant. Même si ce n'est pas donnant-donnant au même moment et sur les mêmes aspects, on reste sur un aspect de donnant-donnant. Si vous partagez des moments particulièrement heureux avec une personne et que vous pensez que c'est le prisme unique à attendre de la relation, quelque part vous vous mettez en tête que vous aimez une personne pour ce qu'elle vous fait partager. Et l'idée de partager des moments heureux avec une personne n'est pas assez complémentaire et riche pour faire reposer un projet de relation dessus. Parfois, on peut être extrêmement heureux dans l'instant avec une personne et ou dans la force de la complicité avec quelqu'un, même derrière un téléphone ou à distance ou sur plusieurs mois, plusieurs années, sans pour autant qu'un projet viable de relation épanouissant puisse s'y reposer dessus. Pourquoi? Parce que vous allez faire reposer votre relation sur des sphères incomplètes qui manqueront d'expérience concrète de relation. Dites-vous bien que ça, c'est en lien avec le fait, comme je l'expliquais au début, d'avoir quelque part nié vos besoins affectifs dans la relation. Mettez-vous bien en tête que vos besoins amoureux, vos besoins de reconnaissance et votre besoin d'être aimé sont tout autant naturels que vos besoins de donner aux autres. Si inconsciemment vous vous mettez en tête que pour être dans une relation de couple, il faille en quelque sorte répondre à tout prix aux besoins de l'autre, quelque part vous allez surfocaliser les besoins de l'autre et vous allez oublier les vôtres. Ce qui fait que vous allez entrer dans ces fameux schémas de suradaptation, de surdemande et de surréponse. Parce que quelque part, vous n'aurez pas en priorité de répondre à vos besoins, ce qui fait que votre seuil de tolérance et d'acceptation va être en permanence repoussé. Et comme vous aurez le sentiment que vos besoins ne sont pas respectés, ça ne générera pas en vous d'instinct, de positionnement. Ça ne générera pas en vous la nécessité de vous positionner. Donc n'oubliez pas que le mythe, c'est de devoir faire trop d'efforts pour être aimé par une personne qui n'est pas en couple avec nous, comme le mythe, c'est de devoir toujours faire plus pour obtenir le minimum. Ça, ce sont des mythes. La réalité, c'est que n'importe qui, ici, qui tomberait sur ma vidéo ou n'importe qui d'autre au monde, est parfaitement apte à recevoir de l'amour et parfaitement apte à en donner. La difficulté que vous rencontrez, c'est que vous vous mettez en tête que
Pour être aimé, il est normal et standard de devoir faire trop d'efforts. Si vous vous concentrez sur vos besoins physiques, alchimiques, sensoriels et amoureux en priorité avant de penser à répondre à celui de l'autre, vous comprendrez très vite que vous êtes dans une relation que vous ne pourrez pas tolérer. Vous accepterez très vite que la relation ne vous correspond pas et vous aurez plus de facilité à oublier une personne qui vous ronge de l'intérieur. Là, je m'adresse vraiment aux personnes qui souffrent. Dites-vous bien que si vous n'arrivez pas à vous décoller émotionnellement d'une personne, c'est parce que votre émotionnel est calqué sur l'autre et pas sur vous. Donc, vous vivez dans le temps passé de la relation et vous vivez dans le présent émotionnel d'une personne qui n'est plus là, au lieu de vous concentrer sur votre besoin émotionnel à vous. Donc, vous développez des comportements de surempathie en essayant de surcomprendre l'autre et en essayant de surrépondre aux besoins de l'autre. N'oubliez pas de vous remettre toujours au centre, même si ce n'est pas naturel pour vous, essayez d'avoir des affirmations intérieures positives vous concernant. Vous êtes beau, belle, vous méritez d'être aimé, vous méritez qu'on vous traite dignement et votre standard de comportement repose sur la notion de réciprocité. Si vous n'avez pas un minima à cœur d'avoir de la valeur pour vous, aucune personne ne l'aura à votre place. Si une personne doit vous apporter une valeur ajoutée, elle restera une valeur ajoutée à la vôtre. Mais si vous n'avez pas à cœur d'entretenir votre valeur personnelle et d'avoir une bonne estime de vous par le biais de la conscience, vous n'arriverez pas en premier lieu à travailler vos rapports aux autres et vos schémas ancrés parce que vous générerez des expériences qui inconsciemment seront à la portée du peu d'amour que vous pensez mériter. Merci pour votre écoute.